Bonjour à tous, on est le jeudi 30 novembre, il est 12h31 et nous allons être ensemble jusqu'à 14h. Aujourd'hui au niveau des invités que nous allons recevoir, nous avons déjà Odile Marie-Montou donc, qui est sur le plateau avec nous, qui nous parlera de Cercle de femmes dans un instant. Merci d'être là. On va recevoir ensuite Lilian Thuram ainsi que Laurent Gossaert donc, qui vont nous parler de Démo, qui est une manifestation qui aura lieu sur Cap Excellence, une façon d'accompagner les enfants sur la musique. On parlera avec Nathalie Jacobi-Coali de l'audience de règlement amiable, donc dans sa chronique C'est à vous maître. Avec Edith Evridius, naturopathe, on aura l'occasion de parler de détoxification du corps. Voilà pour les invités du jour. Au niveau des titres de l'actualité, on verra les agents de la SMG-EAG qui sont de nouveau mobilisés, inquiets pour l'avenir. Une rencontre aura lieu ce lundi 4 décembre. Ce sera l'occasion de faire le point avec eux. Il y a eu aussi une conférence de presse concernant le lancement de la 4e édition de Terre de Fête qui aura lieu ce week-end, donc sur Petit Canal. On aura l'occasion de revenir sur cette foire expo, l'occasion de mettre aussi en avant les artisans et l'agriculture de Guadeloupe. Une inauguration aussi a eu lieu sur Marie-Galante, sur Cap Esther de Marie-Galante, en lien avec le nouveau parc éolien qui a été mis en place. Ce sera l'occasion de faire un petit point sur cet aspect donc novateur de l'électricité, et on fera aussi le point sur cette conférence qui a eu lieu sur les politiques monétaires en Guadeloupe, donc en lien avec la Banque centrale, l'occasion de faire le point sur le rôle de cette institution. Voilà pour les titres de l'actualité. On va développer dans un premier temps le sujet sur la SMG-EAG, les agents donc qui sont de nouveau mobilisés car ils n'ont pas eu de réponse par rapport à leur préavis et leur demande de réponse par rapport à leur statut administratif. On voit un reportage d'Olivier Félix. Aujourd'hui, tout comprendre que si nous mobilisons, c'est parce que nous n'avons pas de réponse. Puisque nous avons rappelé, nous dévoyons un préavis de grève, un préavis, on est 5 jours pour crier Mouna pour nous discuter. Jusqu'à présent, nous avons réitéré pour tout le monde savait que c'est discuter, nous voulons discuter. Nous voulons comprendre, poser des questions au niveau des situations administratives en nous. Et en cas précisé, c'est les agents de droit public. Pour nous aller au centre de gestion, et ils ont expliqué nous, qu'est-ce qui a passé centre de gestion, c'est simplement des options, par exemple, n'importe qui, une boîte privée, n'importe boîte là, peut aller au centre de gestion et choisir, ou payer des options pour, par exemple, pour gérer carrière à certains agents, pour aider dans justement dans la gestion là. Ça. Par contre, nous allons aussi, nous pas perdre temps, nous allons au CNFPT. Au CNFPT, c'est là que tout fonctionnaire doit être aller pour y faire une formation, en préparation, par exemple, pour y passer un concours, etc. Ah ben, CNFPT, ils disent nous comme ça, qu'ils ne pas connaître nous là même du tout. Là, pour un certain âge, on peut aller à la CNACL pour garder si retraite à 3 jours. Ah ben là encore, c'est pareil. Retraite en nous, depuis 2021, là, nous sortis au Grand Sud Caraïbes. Ah ben, il y a des lacunes et tout fonctionnaire, on veut dire, qui est au SMEAG, peut y contrôler. Si on voit toutes ces instances-là, toutes ces structures-là, quand nous parlons là, il y a des manquements comme ça. En l'équipe base de 10 jours, on monde qui vient devant moi pour dire moi quand madame boîte fonctionnaire, à deux fonctionnaires. En quel genre situation là pour jamais régler? Voilà des questions qu'on est obligé de poser nous et demander nous à dans qui à ce âge là, qui côté nous y est. Son grand point d'interrogation et c'est ça nous devons discuter justement avec le président là et comme le président Francis vient devant nous et pour y expliquer nous là nous y est. Puisqu'on ne peut pas laisser autant d'argent, 200 et quelques agents, dans le doute comme ça, dans le flou. Nous toujours poser la question, est-ce que c'est un épique
est-ce qu'elles sont syndicats mixtes? Alors, il fait nous quoi qu'elles sont syndicats mixtes, mais finalement, nous plus à un épic. Et à un épic, on ne fonctionnait pas ni place à y. C'est un qui le privé qui n'y place à dans un épic. Sauf si transfert en nous qui est mal fait au sein à Grand Sud Caraïbes, c'est bien fait. Alors, il faut mettre nous en détachement d'office. Et à ce moment-là, ça nous peut évoluer au sein à SMAG là qui ont épic. C'est transfert en nous qui est mal fait à la base. Et c'est pour ça que SMC, il y a donc caca qu'on a ça. Et il y a mené nous en bateau depuis 2 ans. Et nous, c'est ça nous ne voulons pas encore. Nous disons stop. Donc, nous avons d'autres syndicats effectivement qui ont travaillé sur un certain nombre de points. Et nous avons plutôt mobilisé nos 6 points là. Canouiller au sein à SMGEAG. Voilà, la question reste entière et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. On va enchaîner avec le lancement de la 4e édition qui aura lieu ce week-end de Terre en Fête. Donc, c'est une foire exposition qui aura lieu du 1er décembre au 3 décembre, donc ce week-end entre vendredi et dimanche, où l'artisanat, la culture seront à l'honneur lors de cette foire expo avec 180 exposants qui sont attendus pour partager leur savoir-faire. On va voir un reportage d'Olivier Félix qui s'est rendu sur cette conférence de presse. Nous voulons accompagner justement ceux qui ont déjà subi des difficultés à travers les intempéries. Je pense aux agriculteurs, c'est pour ça que nous avons décidé de mettre les stands à leur disposition gratuitement. Nous avons aussi fait en sorte que ce soit des stands qui soient à la portée des artisans qui vont venir montrer leur savoir-faire, qui s'investissent toute l'année pour mettre en valeur, je dirais, le savoir-faire guadeloupéen. Donc il faudra les encourager, il faudra leur donner la possibilité de continuer ce qu'ils font. Et donc à travers Terre en Fête, sur le parking du stade municipal, au niveau de la maison de l'agriculteur, nous comptons bien que cela soit une réussite. Terre en Fête aujourd'hui devient une manifestation d'envergure. L'année dernière, nous avions à peu près 80 exposants. Cette année, nous sommes à 180, donc plus que doublé. Donc, on attend avec impatience le 1er, le 2, le 3 pour lancer les hostilités. Mais je pense que tout le savoir-faire artisanal guadeloupéen sera à Petit Canal. Et j'invite déjà la population de Petit Canal à nous rejoindre, à venir en masse pour pouvoir montrer notre savoir-faire, non pas seulement dans l'artisanat, mais aussi culturellement, puisque nous avons des manifestations culturelles, associatives. Nous avons aussi des groupes, danse de quadrille, chanter Noël avec chapeau canal, enfin, beaucoup de manifestations. Et aujourd'hui, je suis fier d'être, avec la ville de Petit Canal, d'être partenaire de cette belle manifestation, sans oublier la région Guadeloupe, parce que sans la région Guadeloupe, il n'y aurait pas de manifestation. Il faut continuer à travailler, donner des miroirs, donner l'occasion, accompagner ces acteurs économiques qui ont du talent. Et parce que si on veut continuer à consolider notre modèle économique, il faut que demain, nos petits artisans, il faut qu'en leur offrant cette possibilité de se montrer, de montrer leur talent, on permet aussi de structurer leurs entreprises. Et on voit bien que ça marche. On voit bien que cette stratégie que la région met en place, que le président, sous la voix du président Richard Luce, que nous mettons en place, on voit bien que ça fait qu'il y a de plus en plus d'artisans structurés, il y a de plus en plus, l'économie de Guadeloupe se densifie, mais il faut qu'on continue. On est encore loin de ce qu'on peut faire. On peut en Guadeloupe gagner la bataille de l'emploi, de l'activité, mais il faut accompagner absolument ces petits commerçants, ces petits artisans. C'est ça qui fera la Guadeloupe de demain. Nous allons mettre en avant le savoir-faire de l'Iguaville, le savoir-faire de toutes les filières de l'élevage, de tous les producteurs de l'élevage et surtout ceux, les producteurs de la zone de Nord-Grande-Terre. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Nord-Grande-Terre, c'est un vivier dans le monde de l'élevage, avec de très grosses exploitations, tant en bovin, en caprin, en poule, en volaille, sur les œufs, la ferme de Campèche, à l'époque, dans les années 50, la SNGT. Donc pour nous, il était incontournable que nous ne puissions pas être présents. Maintenant, il ne reste qu'à recevoir le public guadeloupéen, qu'à recevoir les Guadeloupéens, et nous sommes prêts à accompagner nos artisans, nos agriculteurs, ces familles en nous, ces nous, ces frères et nous. Et la solidarité va permettre que la manifestation soit une réussite. En tout cas, en matière de moyens, de logistique et d'ingénierie, nous avons travaillé en amont, nous avons tenu plusieurs copiles pour nous assurer que tout le monde allait se retrouver sur la manifestation. Et donc aujourd'hui, on est fait prêt.
Voilà, donc rendez-vous ce week-end sur Petit Canal à partir de vendredi jusqu'à dimanche. On va revenir sur l'actualité tout à l'heure. C'est le moment maintenant d'accueillir notre première invitée, donc qui est Odile Marie-Montou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éveilleuse d'âme et de conscience. Alors, on peut peut-être commencer par qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une façon d'accompagner les personnes à ouvrir leur conscience sur tout ce qui existe en dehors de ce qui est visible, d'un point de vue énergétique, mais aussi dans la sphère qui est au-delà de ce qu'on peut concevoir. D'accord. Mon travail est, depuis quelques années, d'aider les gens à prendre conscience qu'il y a un éveil en cours, qu'il y a une mutation pour l'humanité et qu'elle concerne une évolution. D'accord. L'humanité est en pleine évolution et donc on doit accompagner ça. Donc ça passe en fait par tous nos sens qui vont devenir des hypersens. D'accord. C'est vrai que maintenant, de plus en plus, on parle d'énergétique, de retour à soi, reconnexion. Ça a un côté un peu phénomène de mode en même temps. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie conscience qui a été différente depuis la période de la crise sanitaire, il me semble. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu personnellement, cette espèce d'éveil spirituel, on peut dire ça aussi? Alors, je n'aime pas forcément tellement dire ça, mais je suis née médium, donc j'ai une capacité naturelle à connecter des plans de conscience différents. Ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu utiliser quand j'étais plus jeune, parce que, comme vous dites, ça fait un peu foire. On se sent un peu très différent des autres, et je ne voulais absolument pas, je suis très discrète, donc je ne voulais absolument pas être différente. Et finalement, ça m'a rattrapée. Et j'ai compris puisque quand on est médium, donc on a accès aux plans invisibles, donc aux présences qui sont dans l'invisible, des présences qui sont guides et enseignantes, et qui accompagnent notre propre évolution. Et eh bien, ça m'a permis de comprendre qu'un médium, ce n'est pas autre chose qu'un outil qui permet de faire une connexion entre deux choses, telle la radio, la télé, le téléphone. Ce sont des médias, en fait, des médiums, et nous sommes aussi, nous, êtres humains, dans cette connexion avec d'autres plans. Donc c'est une façon d'être comme une interface entre deux choses, en fait. C'est exactement ça. Moi, au début, quand je me suis retrouvée à travailler avec les gens, ce n'était pas mon métier de base, en fait, mais c'est ma vocation aujourd'hui. Eh bien, j'ai mes sens, mon ouïe, ma vue qui sont amplifiés. Donc je vois des choses dans le corps des gens et autour des gens. J'entends le corps parler, dire sa souffrance, dire ce qu'il a vécu. Et je dis en général que je pose les mots MOTS sur les mots MAUX, ce qui permet à la personne de mettre des mots sur sa souffrance et d'aller en fait à sa rencontre pour pouvoir l'évacuer et pour que sa vie puisse être plus harmonieuse. On porte tous des mémoires, des événements vécus, mais aussi on porte des mémoires de nos parents, de nos grands-parents, du peuple dans lequel on prend naissance. Et parfois, ces mémoires-là, on les porte comme des tremplins, des choses qui nous font avancer, et puis parfois on les porte comme des fardeaux. D'accord. Donc en fait, au départ, c'était pas la mission de départ, hein, puisque je crois qu'il y a une formation de économie, marketing, communication, et au fur et à mesure, vous êtes formé à différents outils, c'est ça? Oui, en fait, la vie nous surprend. Donc j'ai travaillé dans le marketing, dans des grands groupes industriels, aéronautiques, chimie de spécialité. J'ai monté des gros projets de service client. Et puis, au détour d'un changement de lieu de vie qui m'a amenée à Toulouse, je me suis retrouvée à avoir du temps.
Et je me suis dit, j'avais déjà commencé à travailler sur moi du fait d'un mal-être profond, parce qu'on ne devient pas accompagnant si on n'a pas un mal-être profond à aller toucher, puisqu'on ne peut que témoigner de ce par quoi on passe. D'accord. Et donc, au fil de au gré de ce changement de vie, de lieu de vie, eh bien, j'ai continué de travailler sur moi et j'ai préféré passer par des stages, des formations, que non pas à cette époque-là me retrouver dans les mains d'un thérapeute, parce que je ne connaissais personne en qui je pouvais avoir confiance là où je suis arrivée. Et au fil de ces stages, ça a permis en fait de développer, de réouvrir en fait mon canal médiumnique et de me l'approprier. Alors au début, bien sûr, ça a été un gros refus. Je leur ai même dit aux présences qu'il y avait eu erreur d'aiguillage, que je n'étais pas la bonne. Ils se sont trompés, c'est forcé, ils se sont trompés. C'est pas la bonne personne. Et en fait, au fur et à mesure, eh bien, que j'écoutais leur guidance, que je me pacifiais, j'ai bien vu que mes souffrances intérieures s'apaisaient. Je gagnais en sérénité. Ils m'envoyaient de toutes les façons de plus en plus de personnes, parce que le fait de vouloir rechercher un poste de responsable marketing, ben, c'était la grande crise, et ils m'ont fait comprendre que ben, c'était niette, je ne retournerai pas dans l'entreprise. Donc c'était soit je continuais à faire mes caprices et je pleurais dans mon coin, ou alors j'acceptais la nouvelle proposition et à ce moment-là, j'allais être aidée. Et donc, effectivement, pas vraiment le choix en fait, c'est un choix. Voilà, c'est un peu ça. Un choix non-choix qui finalement, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. D'accord. Et là, du coup, maintenant en Guadeloupe, vous proposez un cercle qui aura lieu ce week-end. Est-ce qu'on peut parler de ce cercle un peu plus? Alors, les cercles de femmes, c'est quelque chose qui existe depuis, on va dire, la nuit des temps, mais encore une fois, c'est un peu plus à la mode maintenant. En tout cas, on en parle un peu plus maintenant. Qu'est-ce qui sera différent dans ce cercle-là? Alors, ça fait plusieurs années que j'ai osé, parce que c'est mon île, la Guadeloupe, hein, donc j'ai grandi ici, je ne parlais jamais de ce que je fais, et il y a quelques années, j'ai des amis qui m'ont dit, mais est-ce que tu pourrais me faire une séance, est-ce que tu pourrais me faire une séance, etc. Et j'ai commencé, à chaque fois que je viens en Guadeloupe, puisque je viens très régulièrement, j'ai ma famille ici, à proposer des accompagnements, c'était plutôt des soins individuels, puisque je fais des soins de guérison, je fais du coaching, j'accompagne, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'éveil. Et dans ce cadre-là, j'ai été amenée à aller un peu partout dans le monde pour accompagner des groupes en voyage spirituel, mais avec une particularité, c'est que je travaille avec les énergies de la mère source. La mère source qui est celle qui est la gardienne de notre planète. Et cette énergie féminine très puissante, elle existe en chacun des individus, mais en chaque règne. D'accord. Et en chaque règne, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Et nous, humains, nous faisons partie du règne animal. Et cette énergie, en fait, elle devait être réactivée, positionnée à certains endroits de la planète, y compris en Guadeloupe. Ce que je suis venue faire avec un groupe en 2020. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, les cercles de femmes existent depuis la nuit des temps, puisque la puissance de création, elle est dans notre matrice, elle est dans notre ventre. Et ces cercles sont prévus, et moi c'est plutôt des cercles de rencontres où on vient mettre en commun cette énergie féminine, non seulement pour se la réactiver pour soi, mais aussi pour pouvoir la partager avec les autres femmes. Et surtout, ce cercle a comme particularité de venir pacifier l'énergie masculine, parce que sur la planète aujourd'hui, il y a trop de désordre, de discordance, puisque l'énergie masculine est encore trop présente et induit des guerres, induit trop de compétition, induit trop de massacres. Et c'est la puissance de l'énergie féminine qui peut contrebalancer ça. D'accord. Donc du coup, en fait, c'est ça qu'on permet de guérir, d'apaiser alors ces femmes qui viennent. Est-ce que par rapport à l'édition que vous avez pu faire avant, vous avez eu des retours de ce qui s'est passé dans leur vie, comment ça a pu avoir un impact? Alors la particularité de mon travail, c'est que je travaille toujours en fonction des énergies du moment. Et ce sont
les présences qui me passent commande d'un événement. Donc là, j'ai eu une commande des présences de venir en Guadeloupe précisément ce week-end-là, pour être là ce week-end-là, parce que les énergies, elles vont être très particulières pendant ce week-end. Et donc je ne fais jamais 2 fois une même rencontre, puisque les énergies sont différentes. Par contre, quand je fais des rencontres, j'ai toujours des retours des personnes qui me disent combien ça les a fait évoluer, mais combien ça a aussi touché leur entourage. Parce qu'on rayonne dans nos corps énergétiques ce qu'on transforme en soi. Et ça vient toucher la compagne, le conjoint, les enfants, les parents, les grands-parents, les amis, les frères et sœurs. Donc chaque personne qui travaille sur elle est un potentiel d'espoir de transformation pour toutes les personnes qu'elle va toucher ensuite. Comment ça se passe concrètement du coup sur ces 2 jours? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est des méditations? Qu'est-ce qu'il y a comme activité? Alors, il y a beaucoup de rituels parce que les présences viennent, je suis un canal qui incorpore les présences. Donc, la présence vient en moi pour donner de l'enseignement. Ça vient, il y a des soins qui sont faits pendant la rencontre par les présences. Il y a des transformations qui se vivent au moment. Parfois, on a ce que j'appelle des voyages vibratoires, c'est-à-dire qu'on part sous la guidance de la présence et ça pourrait ressembler à une méditation, mais c'est un vrai voyage dans nos cellules. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de mouvements du corps. Je peux dévoiler quelque chose pour ce week-end que les présences m'ont donné comme enseignement. C'est qu'elles m'ont dit qu'il y a quelque chose qui est très particulier. C'est qu'en fait, la Guadeloupe a la forme de notre thyroïde. Et que nous allons beaucoup utiliser cet organe, cette zone, la gorge, pour pouvoir apporter par le son, par la vibration, une élévation vibratoire. Et les glandes thyroïdes sont en lien avec les ovaires et sont en lien avec aussi les surrénales. Donc ça veut dire toutes les mémoires et ça passe par la matrice. Et notre matrice, notre utérus, est comme un cœur. Et notre cœur est comme un utérus. Donc quand on fait le lien avec tout ça, ça va permettre de faire beaucoup de transformations. Et il y a des femmes qui sont inscrites qui n'ont pas de problème. Mais par contre, elles se sentent appelées pour pouvoir porter cette énergie-là pour toutes les autres femmes de la Terre, parce qu'il suffit qu'on soit connecté un peu à droite, à gauche sur la Terre, quelques femmes, pour que cette énergie rayonne. D'accord. Du coup, alors c'est ouvert à toutes. Oui. Que pour les femmes, du coup? Oui, ce week-end, c'est que les femmes. D'accord, donc ça aura lieu à Bemao, au centre Asso Yoga Attitude, voilà. C'est pas loin d'ici. D'accord, donc c'est encore possible de s'inscrire. Il reste quelques places. On est obligé de faire les 2 jours? Oui, on est obligé de faire les 2 jours parce que c'est un cercle, ce n'est pas un stage, on ne reçoit pas des protocoles, c'est une rencontre vibratoire et on rentre dans le cercle le samedi matin. Bien sûr, on rentre chez soi le samedi soir, mais on ressort du cercle le dimanche soir et en général, il se passe beaucoup de choses. D'accord. Bon, en tout cas, merci, ça donne envie d'aller voir ce que c'est. Donc, j'invite les femmes qui sont appelées à vous rejoindre. Voilà. Et sinon, je peux rajouter quelque chose? Oui, bien sûr, un numéro de téléphone éventuellement. Oui, 06 20 73 58 68, mais surtout que je suis là et toute la première semaine de décembre. Si certaines personnes ont envie de venir faire un soin avec moi, qu'elles ne se sentent pas appelées pour un cercle parce qu'elles ont besoin de plus d'intimité, eh bien, j'ai de la place, puisque c'est ce que je fais chaque fois que je viens en Guadeloupe, je peux recevoir en individuel. D'accord. En tout cas, merci d'être venu. Merci infiniment. Avec plaisir. On va avoir notre première pause publicitaire. On reviendra tout à l'heure pour nos prochains invités.
Voilà, deuxième partie du ZCL, il est 13h. On est déjà sur le plateau donc avec Lilian Thuram, bonjour. Bonjour. Ainsi que Laurent Gossard qui est chef d'orchestre. Ils vont parler de démo, donc on va revenir dessus tout à l'heure. Au niveau de l'actualité, on revient dessus avec l'inauguration du nouveau parc éolien qui a eu lieu sur Cap Esther de Marie-Galante. Donc Total Energy, qui possédait déjà 6 parcs éoliens, a inauguré sa centrale sur Marie-Galante. C'est un nouveau parc qui fait l'objet d'une rénovation avec l'installation de nouvelles machines. Et Charlie Dagonia était avec eux. On va voir ce reportage ensemble. On est très content d'accompagner cette transition énergétique. On est sur le renouvellement d'un parc qui a été mis en exploitation pendant plus de 20 ans. Et ici, on installe effectivement des machines E44 d'une puissance unitaire de 900 kg et la puissance globale installée représente 5,4 mégawatts, ce qui correspond à peu près à 15 gigawattheures de production électrique annuelle, ce qui va permettre de fournir à peu près 2/3 des besoins électriques des habitants de l'île. Donc on est très, très content aujourd'hui, c'est un bel événement. C'est un grand moment pour Cap Esther et c'est un grand moment pour l'autonomie énergétique de Marie-Galante, c'est important. Parce que vous voyez, quand le réchauffement climatique, moi je l'ai subi en plein drain avec les sargasses. Moi c'est 40% des sargasses qui échouent chaque année à Cap Esther. Plus on va avoir et moins de carbone qu'on va avoir dans la vie, ce sera plus intéressant pour les générations futures. Et c'est vrai, il faut qu'on essaie de ne pas importer trop de fossiles et sur la Guadeloupe. J'ai pas compris encore qu'on a refait une usine neuve et fossile en Guadeloupe. On devait développer tout ce qui est mis énergétique parce qu'on a le soleil, on a le vent, on a la mer. Il faut vraiment aller sur le total énergie propre pour la Guadeloupe. On a 2 parcs en installation sur Marie-Galante. C'est une zone qui est propice au développement des énergies renouvelables et en particulier de l'éolien, mais également du photovoltaïque. Et le fait d'avoir cette antériorité avec cette activité qui existe maintenant depuis plus de 20 ans a justifié aussi le choix de renouveler nos investissements. C'est près de 13 millions d'euros d'investissement qu'on réalise aujourd'hui sur ce parc. Politiquement parlant, comme je dis, économiquement, c'est bon pour moi et ça crée des petits emplois sur l'île. C'est important aussi parce que vous savez que l'île est vieillissante et plus qu'on peut venir des jeunes, des vrais techniciens pour travailler, surtout des Marie-Galantais, c'est important pour le maire. Le maire veut que sa population redynamise et devienne jeune et c'est ça qui est important. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont la formation. Si on pouvait les employer sur place, ce serait même excellent pour Marie-Galante. Nous avons sollicité ces sociétés pour rentrer dans le capital de façon à ce que le territoire ait des retombées économiques. Oui, c'est bien pour le territoire qu'il soit là, mais nous voulons aussi que ça rapporte quelque chose au territoire. Et pour le moment, nous avons eu une fin de non-recevoir et c'est ce que j'ai tenu à souligner parce que ce n'est pas normal. Voilà, donc ce nouveau parc éolien qui va permettre de créer des emplois et de redynamiser l'île avec des retombées qu'on espère économiques impactantes. On va revenir sur la conférence sur la politique monétaire qui a eu lieu ici en Guadeloupe, initiée par la Banque de France. Ces rencontres permettent de discuter, d'échanger et de répondre à des questions sur les sujets d'actualité économique. Max Morel était avec eux pour cette conférence. Alors, le thème de cette conférence, c'est les perspectives économiques mondiales dans le cadre du nouvel environnement que l'on connaît là depuis les crises pandémiques, climatiques et puis géopolitiques. Notre premier rôle en tant que banque centrale, c'est d'expliquer finalement le rôle de la politique monétaire pour vaincre l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation, c'est la préoccupation numéro 1 des Français. Tous les sondages le montrent, c'est plus le chômage, c'est l'inflation. Or, notre mandat en tant que banque centrale, c'est d'assurer la stabilité des prix, donc d'assurer le retour de l'inflation vers 2% à l'horizon 2025. Alors cela se fait, on le voit d'ailleurs, puisque l'inflation aujourd'hui a commencé à reculer. Notre instrument, c'est les taux d'intérêt. La Banque centrale remonte les taux d'intérêt pour notamment modérer le crédit, éviter finalement une surchauffe de l'économie. C'est un peu comme quand vous avez votre pouls qui bat trop vite, il faut faire une pause et c'est un peu ça le rôle de la politique monétaire.
Voilà pour l'actualité. On va passer à nos invités du jour. Donc deuxième plateau avec Lilian Thuram. Donc bonjour, fondateur de la fondation Lilian Thuram, mais aussi ancien footballeur et maintenant parrain de Demos, dont on va parler avec monsieur Laurent Gossard, qui est chef d'orchestre justement. Alors qu'est-ce que c'est Demos? Est-ce qu'on peut expliquer peut-être aux gens qui ne connaissent pas? Bonjour, le projet Demos, c'est un projet d'orchestre à vocation sociale. Donc des animateurs de terrain, des musiciens professionnels encadrent les enfants dans leurs répétitions sous forme d'ateliers. Puis très régulièrement, ils se rassemblent pour faire orchestre, pour répéter en tutti, c'est-à-dire tous ensemble, et se produire en concert. L'orchestre, c'est une micro-société, ça apprend le respect de l'autre, ça apprend le faire attention aux autres. Et donc la musique est un outil, un vecteur pour arriver à cultiver ce lien et le respect de soi, le respect des autres. Un peu comme dans le sport, Lilian, peut-être, on peut dire, non? Effectivement. Tout à fait. Tout à fait. La cohésion de groupe. La cohésion, mais c'est surtout, en fait, vous savez, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui pensent que la musique classique, ce n'est pas pour eux. C'est inaccessible. Voilà. Lorsque j'étais enfant, malheureusement, j'ai pensé ça aussi. Et c'est pour cela que j'ai accepté, depuis 2010, d'être le parrain de Demos. Et lorsque ces enfants s'approprient l'instrument, s'approprient ce genre musical, c'est avant tout s'approprier sa propre histoire. C'est développer une estime de soi. Et je reste persuadé que les adultes, si nous servons à quelque chose, c'est d'accompagner les enfants dans leur épanouissement. Donc c'est une façon de stimuler leur créativité, leur éveil musical, culturel aussi, c'est ça? C'est surtout en fait se révéler à soi-même. C'est-à-dire que lorsque vous apprenez à apprendre, ce qui est très intéressant avec la musique, et d'ailleurs la grande majorité des enfants qui participent à Demos, on voit que leurs notes à l'école changent. Ils deviennent beaucoup plus performants. Mais en même temps, c'est un peu normal, c'est-à-dire que apprendre, c'est apprendre à se tromper, répéter. Et lorsque vous avez intégré ce processus-là, vous pouvez tout faire. Donc Demos, en fait, là maintenant, c'est la deuxième édition. La première édition a eu lieu donc sur 4 ans. Je crois qu'il y a un accompagnement qui est fait avec plusieurs enfants d'âge donc en dessous de 12 ans, il me semble. Du coup, là, c'est la deuxième édition qui aura lieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà sur la première édition, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cet apprentissage avec ces enfants? Bien sûr, Demos en Guadeloupe a commencé en 2017. Normalement, une cohorte, un projet complet d'orchestre Demos, c'est 3 ans. Là, ça a pris 4 ans parce qu'on sait qu'il y a eu le Covid et le concert a été repoussé. Cette première cohorte, tous les enfants de cette première cohorte qui ont voulu continuer sont maintenant dans un orchestre avancé. Donc on ne les laisse pas tomber, on continue à les accompagner. Une deuxième cohorte a commencé en 2022 jusqu'en 2025. Et le concert qu'on va donner samedi soir au Krebs, c'est tout le monde, c'est-à-dire ceux qui ont continué, qui sont maintenant des grands avec de l'expérience, les petits nouveaux et le chœur des mamans, parce qu'en fait on met les parents dans la boucle et il y a 20 mamans qui viennent chanter. Voilà, donc elles n'apprennent pas d'un instrument, elles chantent sous la direction d'une chef de chœur professionnelle et c'est formidable parce que voilà, on met les familles dans la boucle et il se passe vraiment plein de choses dans les yeux de tout le monde, des parents comme des enfants au moment où le public est là, quoi. D'accord, donc du coup ce samedi il y a un concert et donc la présence de Monsieur Thuram, c'est la première fois que vous allez les voir Effectivement, je suis le parrain, mais c'est la première fois que je vais écouter les jeunes Guadeloupéens, Guadeloupéennes, et j'espère que dans l'avenir les papas viendront chanter aussi. Ça c'est très important parce qu'effectivement on a noté, notamment en Guadeloupe, que beaucoup des personnes qui accompagnent les enfants, ce sont les mamans, et donc il faut aussi qu'un jour solliciter les papas pour qu'ils viennent chanter. Nous on est ravis que notre parrain nous aide au recrutement, c'est parfait. Parfait, mais justement c'est vrai que 60% des familles sont monoparentales ici en Guadeloupe, donc c'est un vrai sujet quand même, donc voilà, ça c'est juste pour la parenthèse. Du coup, alors comment ça va se passer? Est-ce que c'est une sélection se fait pour les enfants pour intégrer ce projet? Comment ça se passe? Quels instruments ils pratiquent? Est-ce qu'il y a des connexions avec notre culture guadeloupéenne?
Bien sûr. Le projet Demos, dans son répertoire, c'est découvrir le répertoire de la musique classique, c'est une sorte de patrimoine commun des sociétés occidentales, et découvrir aussi le répertoire des musiques du monde. Quand on est en Outre-mer, on travaille en priorité sur les musiques traditionnelles. Donc les enfants jouent du tambour. Dans chaque programme, il y a au moins la transcription et l'arrangement d'une pièce traditionnelle de la Guadeloupe qui est jouée par les enfants, en alternance avec des pièces tout à fait classiques. Ça, c'est pour le répertoire. Vraiment, découvrir des choses, comme disait Lilian, dont les enfants ou les familles pensent que c'est pas pour eux, en réalité. Or, ça veut rien dire. Il faut le pratiquer pour comprendre que ça veut rien dire. Et le répertoire traditionnel. Et en ce qui concerne maintenant le recrutement des enfants, comme c'est un projet à dimension sociale, on travaille avec les centres sociaux et on va plutôt en priorité dans les zones qui en ont besoin. Donc les enfants choisissent soit des instruments de l'orchestre, soit les cordes, violon, alto, violoncelle, contrebasse, soit flûte au bois, clarinette, trompette, trombone, tuba, voilà, percussion. Comment ils choisissent en fait? On leur présente les instruments, on fait des ateliers. Il y a un atelier où il n'y a que des cordes, il y a un atelier où il n'y a que des bois, un atelier où il n'y a que des cuivres. On les fait essayer et puis c'est parfois comme avec un ami, un truc qui se passe, c'est ça et pas autre chose. Et voilà, donc c'est une étape assez difficile parce que nous, on aurait tendance à être un peu directif. Tiens, ça tirait bien. Donc trouver le juste milieu entre le bon conseil et respecter finalement le coup de cœur. A priori, ils en ont pour de nombreuses années. Oui, parce que c'est important de le savoir. Ça dure 3 ans. Il y a une deuxième cohorte de 3 ans. Mais au bout de 6 ans, les enfants peuvent garder leur instrument. En fait, c'est qu'on les encourage à continuer la pratique musicale. Donc l'instrument qui leur est donné, ils le conservent. C'est à eux. Donc c'est un geste important pour que on suscite surtout l'envie de continuer. L'idée après ces cohortes, c'est quoi? Donc on les accompagne jusqu'à un certain temps dans les orchestres avancés et l'idée, et on travaille beaucoup cette semaine, on profite de notre semaine pour travailler là-dessus, c'est de leur permettre d'intégrer des structures musicales, soit des associations qui enseignent la musique, soit des conservatoires quand il y en a, soit essayer de trouver sur place la meilleure manière que tout ne s'arrête pas brutalement du jour au lendemain. Oui, c'est ça. Parce que ici il n'y a pas de conservatoire du coup par exemple. Voilà, donc on est en train de travailler justement, on avait une réunion ce matin, on en a d'autres à venir pour essayer de trouver le meilleur moyen de les faire intégrer des structures qui existent. Il n'y a pas de conservatoire en Guadeloupe, il y a une forte activité artistique. Oui, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'adultes qui enseignent. Voilà. Et par rapport justement à la culture guadeloupéenne, que vous disiez qu'il y avait des adaptations qui étaient faites, du coup vous travaillez sur quel type de musique guadeloupéenne? Le dernier concert, Erika, notre chanteuse et prof de chant et chef de chant, avait choisi une chanson qui s'appelle La Guadeloupéenne. Donc on a travaillé avec tous les musiciens, puisque je suis là en formation avec eux, justement pour arranger ces chansons pour qu'elles sonnent le mieux possible. Là on va commencer l'arrangement d'un quadrille. Voilà, donc... D'accord, le quadrille. En fait, ce sont les profs qui choisissent les pièces qui leur paraissent les plus représentatives et moi j'apporte non pas ma connaissance de cette musique parce que je ne l'ai pas, mais j'apporte mon expertise en connaissance des instruments et d'orchestration et d'arrangement. C'est-à-dire que je leur explique comment on peut faire en sorte qu'une musique qui à l'origine est orale, qui n'est pas écrite, non seulement elle passe par l'écrit, mais elle peut sonner, elle peut être jouée avec des instruments qui viennent de l'orchestre symphonique. D'accord, et du coup, alors Monsieur Thuram, vous avez une affinité particulière avec la musique classique ou bien qu'est-ce qui a fait que la connexion a pu se faire pour le parrainage, pardon, décidément. Non, mais comme je vous ai dit, lorsque j'étais enfant, par exemple, dans cette classe de CM2, dans la région parisienne, il y avait une prof Madame Billard, qui nous mettait de la musique classique tous les vendredis après-midi. Et j'adorais cette musique, mais je n'osais pas dire aux autres que j'aimais cette musique, parce que venant de la banlieue, en fait, on avait l'impression que si jamais on osait dire qu'on aimait la musique, on serait vu bizarrement. Et en grandissant, d'ailleurs, lorsqu'on est venu me chercher pour être parrain, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ils doivent être au courant de cette histoire-là. Et donc, voilà pourquoi je suis extrêmement fier. Mais il faut dire, notamment aux enfants ou aux adultes, vous savez, n'importe quel type de chanson, de musique peut être interprété par un orchestre philharmonique. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'effectivement, une biguine, une musique traditionnelle guadeloupéenne ne peut pas se retrouver à être jouée
jouer avec des violons, avec... en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire c'est cette ouverture d'esprit, et c'est surtout que les enfants, en s'appropriant les instruments, encore une fois, c'est pas simplement de savoir jouer, c'est avoir conscience de ses propres capacités, comprendre que vous pouvez être capable de tout faire, et ça c'est un cadeau juste extraordinaire. Il faut arrêter de dire aux enfants voilà, ça c'est pour vous, ça c'est pas pour vous. Non, nous devons accompagner nos enfants, leur dire tout est possible, et aller chercher les savoirs qui existent. C'est-à-dire que dernièrement je suis allé à Astin écouter la chef Zaya. Voilà, elle a fait des musiques qui venaient d'Afrique du Sud, qui venaient exactement du Maroc, et d'ailleurs une fois j'avais été à la Philharmonie et il y avait Monsieur Fanfan qui était venu jouer de la basse, parce qu'il y avait un morceau de la Guadeloupe. Donc ça c'est très important. Je pense que trop souvent on enferme le classique dans des idées préconçues, alors que pas du tout. Lilian, il m'amène sur un terrain, je suis obligé de on associe l'orchestre symphonique à des codes sociaux, en fait, et on l'associe à des codes sociaux issus du 19e. Mais un orchestre symphonique, c'est avant tout une super grande banque de sons, un peu comme un synthétiseur live acoustique. Voilà, donc quand on gère bien ces sons, on peut tout jouer avec un orchestre. Mais d'ailleurs, culturellement aux Antilles, lorsque vous écoutez bien la musique, il y a aussi beaucoup de cuivre. Oui. En fait, il y a des grandes bandes, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut dire ça aux enfants et qu'ils peuvent participer. Et ce qui est très intéressant dans la musique, notamment lorsque vous êtes dans un orchestre, c'est l'écoute de l'autre. Voilà, nous sommes dans des sociétés où très souvent vous avez envie qu'on vous écoute, mais vous n'écoutez pas l'autre. Mais pour faire orchestre, pour faire équipe, en fait il faut avoir cette humilité, être à l'écoute de l'autre, et je trouve que ça prend beaucoup d'humilité. Voilà. Ok, très bien. Du coup, pour se faire entendre, les enfants apprennent qu'il faut écouter. Voilà. Pour travailler ensemble et être en harmonie. Donc ça c'est donc ce samedi il y a un événement donc au Krebs qui aura lieu à 18h30, donc un concert avec les deux cohortes, c'est ça? Avec les deux cohortes, la chorale des mamans, les musiciens professionnels, et si je ne me trompe pas, c'est retransmis sur votre chaîne. Oh, on a de la chance alors. et nous deux. Donc alors, les musiciens professionnels, ça veut dire que c'est des musiciens qu'on connaît, je veux dire, qui peuvent venir apprendre des techniques particulières avec vous, c'est ça? C'est ça. En fait, ce sont des musiciens qui viennent, qui sont soit guadeloupéens, soit qui étaient en métropole et qui sont revenus en Guadeloupe, soit des métropolitains qui se sont installés ici, il y a des Cubains, et chacun a son parcours, sa richesse. Il y a des gens qui lisent pas très bien la musique, par contre ils improvisent et ils jouent merveilleusement de leur instrument. Il y en a d'autres qui lisent très bien parce qu'ils ont un cursus classique, par contre dès qu'il n'y a pas de partition ils sont un peu embêtés. Donc on essaie de trouver ce juste milieu, on essaie de trouver on essaie de faire de cette diversité une richesse. Et ça fonctionne extrêmement bien, vraiment. Ça fonctionne extrêmement bien parce que très vite ils se rendent compte que c'est ça en fait. C'est en faisant un pas vers les cultures qu'on ne connaît pas et les habitudes qu'on n'a pas que les autres font le pas aussi et qu'on s'enrichit. Donc voilà, une forte motivation, un fort dynamisme. Voilà, c'est une vingtaine de pros super efficaces, c'est chouette. Donc ce samedi, est-ce que c'est payant, gratuit? C'est gratuit. C'est sur invitation. Voilà, il n'y a pas énormément de place. Donc voilà, c'est pas anodin si je rappelle que c'est retransmis sur votre chaîne. Oui. Si jamais certains ne peuvent pas rentrer, au moins ils pourront le voir. D'accord. En dehors de cet événement, est-ce qu'il y a d'autres programmations qui sont prévues? Alors, pas encore, pas tout de suite. Ça va probablement venir dans le temps parce que on apprend très peu de morceaux. Les enfants apprennent 3 morceaux dans une année. Donc, eux font des petits concerts autour de chez eux. Ils animent un peu leur secteur, ils animent leur territoire. Ils font des petites prestations. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment une saison de concert parce que c'est trop tôt. Il faut du temps pour renouveler le répertoire. D'accord. Et à l'issue de Demos, est-ce qu'il y a un document, une certification, quelque chose qui vient dire
dire que voilà, ils ont eu un cursus qu'ils ont suivi. S'il y a besoin, on le fournit. La Philharmonie de Paris peut éditer un document, mais je crois que le plus beau certificat, en fait, c'est les images qu'ils ont gardées des concerts qu'ils ont fait, et surtout ils repartent avec leur instrument. Ouais. Ça vaut tous les certificats. Et surtout les yeux des parents. Oui, j'imagine la fierté. Mamans. Exactement. Ouais. C'est juste incroyable. Moi, c'est ce moment-là que je préfère. C'est-à-dire que lorsque les mamans regardent les enfants se produire sur scène, et ça n'a pas de prix en fait. Les témoignages sont incroyables. Ouais. Quand les mamans vous disent, donc à nous, on ne savait pas que notre enfant aurait pu faire ça un jour, ben même nous, il faut qu'on garde le contrôle. Pour pas pleurer, c'est genre. Okay. Bon, en tout cas, c'est une façon en tout cas de promouvoir la culture et d'ouvrir le champ des possibles à ces enfants-là. Donc ça, c'est l'objectif et on s'y met tous, quels que soient nos parcours. Exactement. Très bien. En tout cas, est-ce que vous avez besoin de rajouter quelque chose ou Non, vous remercie de votre invitation. Grand plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on va enchaîner avec notre prochaine pause publicitaire et on reviendra avec nos prochains invités. On aura Nathalie Jacobi-Coali qui va parler de l'audience de règlement amiable, ainsi que Edith Evrilius, naturopathe, qui reviendra sur la détoxification du corps. Voilà. Voilà, donc il est 13h28, on va avoir notre troisième partie de ZCL avec Nathalie Jacobi-Coali, donc avocate à la Cour, chroniqueuse, qui va nous parler de l'audience de règlement amiable. Bonjour. Bonjour Iman. Et on va avoir tout à l'heure Edith Evrilius, donc naturopathe, qui va parler de détoxification du corps. Bonjour Iman. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est donc l'audience de règlement amiable? Oui, c'est une nouvelle procédure qui a été mise en place depuis le 1er novembre 2023. Donc cette procédure, elle a pour but de faciliter les procédures, de pouvoir trouver une issue plus facile à un litige et de manière amiable. Alors, pour quel type de procédure on peut avoir accès à cette audience? Alors, les procédures qui seront concernées, ce seront les procédures ordinaires écrites et également les procédures devant le juge des référés, devant le tribunal judiciaire. Et donc, on peut appliquer cette procédure pendant une procédure qui est déjà en cours? Tout à fait. Donc là, justement, ce que permet l'ARA, l'audience de règlement amiable, c'est lorsqu'une procédure est déjà en cours, on peut justement faire une audience de règlement amiable. Elle a été justement créée pour ça, cette nouvelle procédure. D'accord, donc ça permet de travailler sur un point en particulier, de demander... Après, ça sera sur le litige en question. D'accord, donc effectivement, ça veut dire qu'un premier juge sera saisi parce que comme effectivement ça sera une procédure qui sera déjà en cours, au cours de cette procédure, qui pourra justement faire cette demande d'ARA, d'audience de règlement amiable? Ça pourrait être les parties, comme le juge pourra faire cette demande, mais en amont, il faudra qu'il demande l'avis des parties, de dire voilà, est-ce qu'ils sont d'accord pour faire cette ARA. Et ça sera dans ces conditions que cette procédure pourra être mise en place. Et du coup, cette audience, elle est tenue par le même juge ou bien c'est quelqu'un d'autre qui va intervenir? Alors justement, ça sera pas le juge qui sera initialement saisi du litige. Ça sera un autre juge justement qui va tenir cette audience de règlement amiable. Et du coup, cette ARA, donc audience de règlement amiable, on va dire ARA, elle dessaisit le premier juge ou bien il a toujours cours? Alors ce qui se passe, c'est que justement cette nouvelle procédure va créer une nouvelle cause de suspension. Donc ça veut dire que la première procédure sera suspendue le temps justement cette interruption, pas suspension, cette interruption, une nouvelle cause d'interruption d'instance, donc dans le cadre justement de cette audience de règlement amiable. Donc pendant que l'audience de règlement amiable sera en cours, la première procédure sera interrompue et elle reprendra après justement que l'ARA ait eu lieu. D'accord. Et donc, est-ce que les parties sont convoquées pour cette ARA? Tout à fait. Donc là, que prévoit le code? Le code de procédure va prévoir que justement, ça sera à la diligence du greffe. Donc le greffe devra justement convoquer les parties. Comment il devra les convoquer? Par tout moyen. Et il devra les convoquer
justement, ils devront comparaître en personne. Et si c'est une procédure où la représentation par avocat est obligatoire, ils devront être assistés de leur avocat et ils devront également être présents parce qu'il faudra entendre effectivement leur avis sur la question. D'accord. Et comment ça se passe du coup une ARA? Alors comment ça va se dérouler? Donc justement, quelles seront les prérogatives du juge lors de cette audience de règlement amiable? Donc comme effectivement ça sera une procédure qui sera diligentée alors qu'une autre procédure était déjà en cours, d'accord? Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être déjà eu des échanges d'écriture, de conclusion, il y aura déjà eu une assignation. Donc le juge qui va justement tenir cette ARA aura la possibilité de prendre connaissance de toutes les écritures qui auront déjà été échangées dans le cadre de la procédure pour que justement il soit parfaitement informé de la procédure, d'accord? Le juge aura également la possibilité de voir les parties seules ou ensemble, parce qu'effectivement en fonction du litige, si le litige est plus ou moins compliqué, des fois c'est peut-être plus facile de s'entretenir avec les parties séparément qu'ensemble. Comme il pourra également décider de se rendre sur les lieux du litige pour se rendre compte effectivement de la situation. Donc il aura toutes ses prérogatives, le juge, dans le cadre de cette ARA. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à l'issue de cette ARA? Alors à l'issue de cette ARA, les parties peuvent très bien tomber d'accord totalement ou partiellement. Alors si justement ils tombent d'accord, on pourra justement prendre un procès verbal qui va retranscrire l'accord des parties. Le juge, lorsqu'il va estimer que Clara est terminée, donc il en informera le juge qui avait été initialement saisi du litige, il l'informera de l'accord partiel ou total qui aurait été pris, comme il pourra très bien ne pas avoir eu d'accord entre les parties, d'accord? Et à ce moment-là, l'audience reprendra. Du coup, s'il n'y a pas d'accord, ils sont obligés de revenir sur un circuit classique. En fait, s'il n'y a pas d'accord, ça veut dire que de toute façon, comme la procédure va continuer, ça veut dire que le juge, ils vont continuer à faire leurs échanges d'écriture et puis le juge sera là pour trancher. Et comme s'il y a un accord partiel, le juge l'homologuera dans le cadre de sa décision et il tranchera les autres points où il n'y aura pas eu d'accord entre les parties. Donc ça, c'est une procédure qui est récente? Oui, elle a été mise en place depuis le 1er novembre 2023 et elle est ouverte aux procédures où on a saisi le tribunal depuis le 1er novembre 2023. Donc s'il y a une procédure qui est en cours avant le 1er novembre 2023, ils ne pourront pas justement faire appel à cette ARA. D'accord. Ok, très bien, c'est très bon à savoir toutes ces procédures et merci de mettre en lumière ces articles et ces façons de faire qui sont un peu... qui sont peut-être un petit peu compliquées pour le justiciable, mais j'essaie de les rendre un petit peu plus accessibles et puis après de toute façon aussi l'avocat est là pour ça, pour expliquer les choses, donc après ça permet de mettre en lumière effectivement des nouvelles réglementations pour dire voilà ce qui existe et qu'est-ce qu'on pourrait effectivement proposer pour régler un litige de façon peut-être plus simple, parce que c'est vrai que maintenant on essaie beaucoup de pouvoir trouver en amont de toute façon une solution amiable. C'est toujours mieux si on trouve une solution amiable. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les parties sont tombées d'accord et s'ils sont tombés d'accord, il y a de plus fortes probabilités qu'ils respectent l'accord qu'ils ont pris plutôt qu'un accord qui leur est imposé. D'accord. Ok, très bien, merci maître pour cette chronique donc sur l'audience de règlement amiable. On va faire un petit focus sur aujourd'hui 30 novembre la Barbade. La Barbade qui a été donc officiellement indépendante le 30 novembre donc 1966 qui était sous domination depuis 3 siècles, domination britannique. Elle devient indépendante en 1966 et le 30 novembre 1921 elle devient officiellement une république tout en restant membre du Commonwealth et donc madame Sandra Masson devient la première présidente de la Barbade. Donc c'était un petit focus aujourd'hui sur ceci. On va enchaîner avec un reportage de Maurice Cessé qui nous a fait justement un petit point par rapport au maire et au congrès qu'il y a pu avoir sur Paris. Une délégation était justement venue sur Paris pour parler de différents sujets. On va voir ce reportage ensemble.
l'Outre-mer, je me trouve dans les locaux de l'ADOM, qui est l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, où M. Saïd Ahmada a profité de la venue à Paris des élus à l'occasion du congrès des maires pour rencontrer ces maires ultramarins et leur parler, leur indiquer les toutes dernières orientations de cette structure qui reste encore méconnue, qui est l'ADOM. Je vous propose de regarder les quelques interviews que nous avons réalisées. Ben, effectivement, nous saisissons l'occasion qui nous est donnée en plein débat sur la mobilité pour venir voir dans le détail avec le directeur et une charmante Guadeloupéenne en la personne de Kéza Nubré qui dirige aussi avec lui la maison pour savoir quelles sont les modalités d'accès à ces dispositifs, parce qu'on en entend parler dans les médias de façon vague et globale, mais dans la pratique, que devons-nous dire aux administrés qui s'adressent à nous pour trouver une aide afin de se rendre dans l'Hexagone, qui pour une formation, qui pour répondre à une demande d'emploi. Donc pour nous, c'est une magnifique occasion puisque le directeur, en la personne de M. Saïd Al-Mabad, nous enseigne directement et nous nous rendons compte que finalement c'est plus utilisable, gérable qu'on ne pouvait le penser, et il y a eu ce fameux débat sur l'article 55 et il nous apporte ses lumières pour que cela soit moins effrayant qu'on y pensait. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense qu'il est extrêmement important que ceux qui sont les premiers interlocuteurs des administrés, des ultramarins sur les territoires, parce que tout le monde sait que quand on a un problème, on va d'abord voir la mairie ou on appelle le maire, que ces personnes-là, qui sont la représentation locale du peuple ultramarin, soient informés de ce que la DOM fait, de ce que la DOM souhaite faire, mais aussi que demain, ils puissent être aussi des ambassadeurs des doléances des ultramarins sur les territoires en matière de continuité territoriale, qui m'en fassent part pour que je sache quels sont les besoins et que je puisse faire remonter au bon niveau ces préoccupations. Des élus qui ont entendu quand même des efforts très importants en matière de passeport mobilité. Il y a également ces jeunes qui peuvent venir se former et rentrer au pays. Et on a l'impression qu'il n'est plus question d'un accompagnement partiel, mais un accompagnement global. Tout à fait. L'ambition qui a été celle du président de la République et du gouvernement en me confiant cette mission, c'est que la DOM soit au service des ultramarins et des territoires ultramarins dans le domaine de la mobilité, de la continuité territoriale. C'est une mission de service public et on s'honore au sein de la DOM avec nos équipes de pouvoir remplir cette mission qui est de dire à un ultramarin, vous avez les mêmes droits que celles et ceux qui sont en territoire hexagonal lorsque vous voulez accéder à une formation ou à des études, et donc la République vous aide en prenant en charge la mobilité pour que vous puissiez accéder à ces études ou à cette formation professionnelle. Voilà, de retour sur le plateau, on va enchaîner avec la chronique d'Edith qui va nous parler de détoxification du corps. On voit le générique. Non. Alors, on va enchaîner du coup avec, qu'est-ce que c'est que cette détoxification du corps ? Alors, la détoxification, je vais dire, c'est ce qui garde le corps soit en bonne santé ou soit en mauvaise santé. Parce qu'un corps qui n'est pas détoxifié, c'est un corps qui est encrassé et l'encrassement envahit toutes nos cellules. Quand on sait qu'un corps est fait de cellules, quand on sait que la bonne santé des cellules de notre corps, c'est aussi notre bonne santé. Et la mauvaise santé des cellules, c'est aussi un corps qui est encrassé et un corps qui ne va pas bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait l'intoxification? Puisque s'il y a détoxification, c'est qu'il y a intoxification. Donc, l'intoxification se fait par plusieurs canaux, je vais dire. Nous avons ce que j'ai appelé les toxines, qui constituent une intoxification endogène. Alors, qu'est-ce que c'est les toxines? Voilà. C'est-à-dire, ce sont des toxines qui sont produites par le corps, puisque nous mangeons, nous buvons, on prend des médicaments. Donc, il y a les résidus des aliments, les résidus de tout ce que nous consommons qui restent dans le corps. Pourquoi? Parce que les filtres du corps ne peuvent pas filtrer correctement ces mauvaises bactéries, ces déchets, et donc tous ces déchets restent à l'intérieur du corps. Donc c'est le corps qui produit ces toxines que j'ai appelées, c'est une intoxication endogène. Donc ça provient de l'intérieur, ça provient de nous-mêmes. Parce que rappelez-vous toujours que c'est le corps qui guérit le corps.
Maintenant, nous avons un autre mode de toxication. C'est des toxiques. Ça provient de tout ce que nous respirons, c'est-à-dire l'air pollué. Après un feu d'artifice, l'air elle est hyper polluée, donc on respire cet air qui est pollué. Nous respirons les gaz à effet de serre, on respire la fumée du tabac, on respire le boucan que fait le voisin. Donc c'est une autre forme d'intoxication. C'est pas de l'intoxination, c'est de l'intoxication. Donc dans le corps, nous avons intoxication d'une part, intoxination d'autre part. Donc l'intoxication provient de l'extérieur, c'est ce que j'appelle un encrassement exogène. Et donc dans le corps maintenant, il se trouve à un moment que nous avons ces deux formes d'encrassement. Plus, quand nous avons ces deux formes d'encrassement, nous avons ce qu'on appelle le stress oxydatif, puisque, bon, quand on a trop de toxines dans le corps, on se sent à un moment, on est malade, on n'est pas bien, on peut avoir des nausées, parce que c'est l'émonctoire du froid qui n'est pas nettoyé, donc on peut avoir la bouche amère, on peut avoir des nausées, on peut avoir envie de vomir. En plus, quand on a trop de toxines, trop de mauvaises bactéries, on peut aussi être constipé, avoir souvent mal au ventre et avoir la diarrhée. Mais je dis, quand on a une diarrhée, c'est quand même salutaire pour le corps, puisque ça signifie que le corps est en train d'évacuer tout ce qui n'est pas bon. Donc ensuite, c'est les symptômes qui montrent qu'on est intoxiqué, c'est ça? Voilà. C'est à la fois tout ce que vous venez de dire sur la bouche, les désordres digestifs. Ensuite, nous avons l'autre émonctoire, les reins. Donc à ce moment-là, nous avons des infections urinaires, nous avons les urines qui sont plus colorées et qui sentent fort, nous avons des cystites, ça veut dire que les reins non plus n'arrivent pas à filtrer convenablement les toxines pour que nous ayons une bonne santé, parce que quand on urine, plus on nettoie la sphère circulatoire. Donc nous avons le froid qui est encrassé, c'est un émonctoire. Nous avons les reins, deuxième émonctoire. Les intestins, troisième émonctoire. Nous avons les poumons maintenant, puisqu'on respire tout ce qu'il y a de pas bon. Et les poumons, c'est quatrième émonctoire. Et nous avons la peau, puisque quand ça ne va pas bien à l'intérieur, quand les poumons ne vont pas bien, on ressent des démangeaisons sur la peau, nous avons des taches, nous avons des eczémas, et en fait c'est le corps dans l'ensemble maintenant, puisque les 5 émonctoires ne peuvent pas filtrer les toxines. On peut aussi avoir un lot de bactéries, de mauvaises bactéries très importantes, et à ce moment-là, on peut avoir des démangeaisons à l'anus. Donc ça veut dire qu'il y a trop de mauvaises bactéries, et le corps maintenant, il commence à fabriquer trop de mauvaises bactéries. Comment on fait du coup pour se nettoyer? Du coup, pour se nettoyer, il y a plusieurs techniques. Moi, quand c'est comme ça, pour mes clients, je commence toujours par détoxifier un corps. Parce qu'on ne peut pas traiter un corps qui est enflammé. Parce que la détoxification enlève le taux d'inflammation. C'est ce que les gens doivent comprendre. Quand un corps a autant de bactéries, autant de déchets, le corps, il s'enflamme. Il développe un lot de toxémie en langage naturopathique et qu'on appelle dans notre jargon de l'inflammation. Et quand on a de l'inflammation, maintenant, ça débouche sur des pathologies, et à très long terme, on débouche sur des pathologies et on se dit, bon, nous pas comprendre comment nous, etc. Parce que à ce moment-là, quand on se sent un peu pas bien, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont voir leur médecin, c'est vrai qu'il y a des gens qui voient le médecin et la naturopathe, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent vers la naturopathe. Moi, je mets en place un protocole pour détoxifier le corps. C'est-à-dire, ce protocole prend en compte les 5 émonctoires. C'est vrai que nous avons nos petites plantes médicinales autour de notre maison, on se dit, on se sent pas bien, on se sent pas bien, donc on prend une petite plante pour... Mais on a fait un geste, chose qui est très bien. Mais on n'est pas allé en profondeur parce que nous n'avons pas épuré tous les émonctoires. On ne peut pas nettoyer le froid
pour ne pas nettoyer les poumons. On ne peut pas nettoyer les poumons pour ne pas nettoyer les intestins. Donc c'est un travail en synergie. C'est un travail en synergie puisque nos émonctoires sont liés entre elles. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Il y a les plantes médicinales qui sont spécifiques au froid, spécifiques aux reins, spécifiques aux intestins, spécifiques à la peau et à la sphère pulmonaire. Donc, je fais une synergie de ces plantes qui vont traiter les émonctoires. Il y a aussi la réflexologie plantaire, mais il faut savoir qu'une détoxification ne peut pas se faire à outrance. C'est-à-dire, il faut que ça soit fait par un professionnel de la santé thérapeutique. Par exemple, moi, c'est 3 jours par semaine pendant 3 semaines. Et on ne peut détoxifier le corps que 2 fois l'an, puisqu'il faut d'un équilibre entre les mauvaises bactéries et les bonnes bactéries. Donc, ce que j'allais dire aussi, quand les gens ont des douleurs arthrosiques, ce sont des gens aussi qui ont un corps très enflammé, donc un corps qui n'est pas nettoyé, un corps qui manque, entre guillemets, de l'hygiène, un corps qui n'est pas déshydraté. Ce sont aussi des gens qui pratiquent la sédentarité. Et donc, quand il y a le taux de douleur, d'inflammation qui arrive, il ne faut pas croire que c'est d'un coup de baguette magique qu'on va nettoyer, qu'on va réparer tout ça. Parce qu'il faut commencer par enlever la cause. La cause, c'est l'encrassement du corps. Et quand on a enlevé la cause, maintenant, il faut aller réparer ce qui a été entaché par ce taux d'inflammation. Donc du coup, comment ça se passe une détoxification? Vous avez dit 3 jours, 3 semaines. C'est quoi? C'est des tisanes? C'est des plantes médicinales propres à chaque émonctoire. C'est des plantes médicinales. Dans mon cabinet, moi je développe tout ce qui est gémothérapie, plantes médicinales et huile essentielle. J'ai pas de gélule, donc je me prépare un mélange de ces plantes qui iront nettoyer chaque émonctoire. Donc la personne, je donne à prendre 3 fois par semaine, ça peut être le lundi, le mercredi et le vendredi. Il faut quand même que le corps ait le temps de respirer. Donc 3 fois par semaine et 3 semaines dans le mois. Et après, on arrête. Et après, maintenant, on va passer à la revitalisation. Parce que, admettons que cette inflammation nous a laissé une cystite, il faut aller maintenant nettoyer et réparer la sphère urinaire. Et donc, il faut que les auditeurs de Canal 10 savent que rien ne se fait d'un coup de baguette magique. Je dis toujours, il faut écouter le corps. C'est-à-dire, le corps, il guérit le corps. Le corps peut se guérir lui-même, mais quand on est à son écoute, quand on sait quelle est la cause de ce que nous avons, et quand on commence par faire des petites choses, puisque nous avons l'eau, nous avons la nature, nous avons les bienfaits. Mais à votre niveau, vous avez plusieurs choses. Soit je donne un protocole avec les plantes médicinales pour nettoyer les émonctoires. On peut aussi faire des réflexologies plantaires. C'est très louable pour l'inflammation au corps. Il y a aussi, il ne faut pas être sédentaire, il faut faire du sport, il ne faut pas être déshydraté, puisque l'eau joue un rôle très important dans l'histoire de l'inflammation du corps, puisque c'est comme si on dit encore out, il dit fait. Donc si on ne boit pas suffisamment d'eau aussi, tout cela provoque une inflammation. Donc une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, se réveiller le matin très tôt, aller marcher sur les herbes mouillées, faire des bains de siège et aussi boire de l'eau et être à l'écoute du corps. Moi, je privilégie beaucoup l'écoute du corps. C'est à partir de l'écoute du corps qu'on saura à quel moment on a eu quels symptômes, à quel moment on a fait sa détoxification, parce que le corps nous parle. Le corps nous envoie des messages nous disant qu'il ne va pas bien. Et à ce moment-là, on réagit. Mais il faut être à l'écoute du corps pour savoir... Pour anticiper aussi. Il faut prévenir, il faut anticiper. Donc la naturopathie, elle prévient et elle essaie de soigner. Elle traite et elle prévient. Donc je dirais aux gens, maintenant nous allons rentrer dans une période festive. Oui, est-ce qu'il y a des conseils particuliers avant fête pour préparer son corps? Dans une période festive, donc c'est le moment de préparer sa détox.
Je vais vous donner tout à l'heure aussi une recette de détox qui se fait très facilement. Donc c'est le moment de préparer sa détox. C'est aussi le moment, puisque quand on aura bien bu, bien mangé, entre les deux fêtes, il va falloir drainer ce qu'on a mangé, le drainage du corps qui est moins violent entre guillemets que la détoxification du corps. Et donc il faut préparer aussi une monodiète. Donc la monodiète fait partie du protocole qui puisse détoxifier le corps. La monodiète, je vais dire par exemple le dimanche nous avons mangé bien, nous toujours qu'à manger un bon plat d'iri pois rouge et tout ça. Classique. Donc le lundi on peut se faire une monodiète, on peut manger que des fruits pendant la journée et boire de l'eau, On n'aura pas mangé de sel, on n'aura pas mangé de produits trop gras. Et donc je donne une petite recette aux auditeurs de Canal 10 pour la détox. Donc il va falloir mettre dans une bouteille d'eau du gingembre, du citron, du concombre, un peu de basilic, un peu de romarin et vous laissez macérer dans une bouteille d'eau au réfrigérateur 3 jours. D'accord. Et donc, le 4e jour, on va boire un grand verre. Alors là, ça va nettoyer le corps. Mais c'est plus un petit drainage qui est un peu fort. C'est pas une détox puisqu'on n'aura pas nettoyé les 5 émonctoires. Mais ça, entre-temps, ça peut rendre service quand même. Donc cette potion, enfin cette préparation, cette macération, voilà. On fait ça avant les fêtes, mais bien sûr, les fêtes, après les fêtes. On fait ça quoi? Il faut anticiper. Oui. Il faut anticiper. Bon, 3 jours ou 4 jours avant le réveillon, on met sa macération au réfrigérateur. Je vais dire une semaine. On prépare sa macération et 3 jours avant la Noël, on boit, on refait, et ça fait vraiment drainer le corps. Mais il ne faut pas oublier de boire de l'eau parce que l'eau c'est un élément thérapeutique. On oublie souvent. Il ne faut pas mélanger macération froide et de l'eau. La macération c'est une boisson, mais l'eau reste de l'eau. Parce que l'eau vient avec ses oligo-éléments et l'eau a son rôle qu'il joue dans le corps. Donc, je vais dire aux gens, santé c'est métaco, coûtez corps à zo, puisque corps au capalibar, pour que vous puissiez avoir une santé maximale. Bon, merci pour ces bons conseils. Donc, on se prépare pour les fêtes où on va être au top, forcément. Merci pour la chronique sur la détoxification du corps. Alors, on va revenir et conclure sur notre émission aujourd'hui. Au niveau de l'actualité, on avait les agents de la SMG-EAG qui sont encore mobilisés et inquiets pour leur avenir. Une rencontre est prévue lundi 4 décembre justement pour connaître un peu plus sur leur statut administratif. Il était question du lancement de la 4e édition qui aura lieu ce week-end de Terre en Fête sur Petit Canal, l'occasion d'avoir des exposants qui vont partager leur savoir-faire en matière d'artisanat et d'agriculture. On a vu aussi ce nouveau parc éolien qui a été inauguré sur la commune de Capesterre de Marie-Galante pour permettre aussi de redynamiser l'île et de créer des emplois. Il était question aussi de cette conférence sur les politiques monétaires, une thématique en lien avec la conjoncture économique dans cette zone euro, était en lien aussi avec la Banque centrale. Voilà, ça c'était pour les titres de l'actualité. Au niveau des invités qu'on a eu aujourd'hui, on a eu Odile Marie-Montour, éveilleuse dame de conscience, qui nous a parlé du cercle qu'elle organise ce week-end, donc sur BMAO, cercle de femmes. On a eu aussi monsieur Lilian Thuram, fondateur de la fondation Lilian Thuram, et Laurent Gossart qui est chef d'orchestre, qui nous ont parlé de Demos et justement de ce concert qui aura lieu ce samedi au Krebs. On a parlé avec Nathalie Jacobi-Coali de l'audience de règlement amiable dans sa chronique C'est à vous maître, et on vient de voir la détoxification du corps avec Edith Evrilius. Donc voilà pour les invités. Il est 13h55, nous avons terminé l'émission. Je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné et on se retrouve demain. Bonne journée.